Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors aujourd'hui, donc dans cette vidéo, on va voir un cours complet sur la notion de dérivabilité d'une fonction à valeur réelle. Alors ça, c'est une notion fondamentale en analyse réelle et donc on va faire un cours complet et précis pour introduire la notion de dérivabilité, les propriétés, les formules, et à la fin, on va donner une démonstration rigoureuse d'un résultat qu'on utilise souvent sans l'avoir démontré, à savoir que la dérivée du sinus c'est le cosinus et la dérivée du cosinus c'est moins sinus. Voilà, alors donc la plupart de ces notions-là, bon, les étudiants sont familiers avec ça puisqu'ils ont déjà manipulé les dérivés en terminale, mais dans ce cours, on va donner les démonstrations, on va donner les choses d'une manière rigoureuse. Et donc là, pour les étudiants, ça c'est un cours de base qu'il faut avoir suivi avec beaucoup d'attention. Voilà. Alors, si tu es nouveau, donc tu peux aller faire un tour du côté des playlists. Il y a beaucoup de contenu consacré aux étudiants de l'université, des exercices, des cours. Voilà. Et bien sûr, liker, s'abonner, partager, ça permet d'encourager la chaîne et permettre à son contenu d'atteindre un large public. Voilà, alors allons-y. La notion de dérivabilité d'une fonction à valeur réelle. Alors donc on prend une fonction définie sur un intervalle et on prend un point dans cet intervalle. Alors on dit que f est dérivable en ce point-là si le taux de variation, donc on prend un point proche de a, et on calcule le taux de variation f de x moins f de a sur x moins a, et on calcule la limite de cette quantité. Si la limite de cette quantité est finie, eh bien, on dira que la fonction est dérivable en a, et la limite, c'est la dérivée en a f' de a. Alors bien sûr, cette limite, c'est la même chose que cette limite. Donc là, je remplace x par a plus h, et quand x tend vers a, h tend vers 0. Et donc parfois il est plus pratique d'utiliser celle-là dans les calculs ou celle-là, donc ça n'a aucune importance. Voilà, donc ça c'est simple, mais en fait l'humanité a mis beaucoup de temps pour arriver à la dérive. La dérivée, c'est le XVIIe siècle. Voilà, il a fallu attendre très longtemps pour que la notion de dérivabilité soit établie d'une manière rigoureuse. Et donc, il a révolutionné les mathématiques, puisque tous les résultats importants sont démontrés à partir de la dérivabilité. Donc, c'est une notion très importante. Alors, il ne faut pas croire que, puisque les étudiants ils sont familiers avec cette notion, mais il faut avoir à l'esprit que l'humanité a mis beaucoup de temps pour arriver à cette notion. Alors les exemples, alors on commence par ces exemples, comme ça on va manipuler cette notion. Alors on commence par les fonctions constantes. Donc je calcule la limite de f0 de x moins f0 de a sur x moins a. Puisque la fonction est constante, donc c'est c moins c sur x moins a, ça c'est 0. Et donc la limite c'est 0. Donc les fonctions constantes sont dérivables sur R et leur dérivée est égale à 0. Alors la fonction f1 de x égale à x, donc f1 de x moins f1 de a sur x moins a, c'est x moins a sur x moins a, c'est 1. Et donc cette fonction est une fonction dérivable et sa dérivée égale à 1. Alors plus généralement, les fonctions de la forme x à la puissance n, pour n dans n étoiles, alors on va voir que leurs dérivées sont dérivables sur R et leur dérivée c'est n à la puissance moins 1.
Alors donc, je calcule xn moins an, ça c'est f de x moins f de a, donc c'est xn moins a, et j'utilise cette formule classique qui est xn moins an égale à x moins a plus 700. Et donc, si je calcule xn moins an, j'ai cette quantité, après je fais tendre x vers a, et je vais avoir cette limite. Alors si je fais x égale à a, donc là je vais avoir a à la puissance n-1, a à la puissance n-1, a à la puissance n-1, n fois, et donc j'ai la formule. Voilà, donc voilà, on a montré d'une manière rigoureuse que la dérivée de la fonction xn c'est n à n-1. Alors, on fait la même chose pour x à la puissance moins n, donc sur 1 sur xn. On va montrer aussi que la dérivée c'est moins n sur an plus 1. Alors, je calcule g de x moins g de a, donc c'est ça. Donc c'est moins xn moins a sur axn, je réduis au même dénominateur, et j'utilise la formule de tout à l'heure. Donc ça me donne ça. Et donc si je calcule g de x moins g de a, donc je vais trouver la limite de ça. Et là aussi, quand je fais x égale à a, donc là j'aurai a à la puissance n-1, a à la puissance n-1, donc n fois. Donc j'aurai moins n sur a au carré à la puissance n. Et donc je simplifie et je trouve la formule. Alors on peut aller plus loin. Alors je rappelle cette formule, donc voilà, qu'on va utiliser encore une fois. Donc là c'est la puissance x à la puissance 1 sur n. Donc là je vais montrer que c'est la même chose, c'est ce qui est là, a à la puissance 1 sur n-1. Bon alors je calcule x moins a, donc c'est x à la puissance 1 sur n à la puissance n moins 1 a à la puissance 1 sur n à la puissance n. Donc ça, d'après cette formule, donc c'est x à la puissance 1 sur n moins a à la puissance 1 sur n, c'est h de x moins h de a, plus, voilà, le terme qui reste là. Donc a à la puissance n moins 1, etc. Donc j'ai ça, je l'écris sous cette forme, et je calcule h de x moins h de a. Donc h de x sur x moins a, h de x moins h de a sur x moins a, c'est la limite de l'inverse de cette quantité. Et la même chose, vous remplacez, donc vous aurez a à la puissance 1 moins 1 sur n, et ici aussi a à la puissance 1 moins 1 sur n, n fois, et on a la formule. Voilà, donc on a manipulé la notion et on a déjà montré, on a trouvé déjà pas mal de formules de dérivabilité. Alors, une remarque importante, donc si j'ai une fonction dérivable, donc je considère cette fonction-là, f de x moins f de a sur x moins a, qui est définie pour x différent de a. Alors, je multiplie par x moins a, donc je vais avoir ici x moins a égale à f de x moins f de a moins x moins a f prime. Et je sors f de x, donc ça va être égal à f de a plus f prime x moins a plus x moins a alpha de x. Et le alpha de x vérifie la limite quand x tend vers a égale à 0, puisque ça c'est la dérivée. Donc en fait, une autre manière de voir la dérivée, c'est d'écrire la fonction de la forme f de x égale à f de a, une constante fois x moins a fois une fonction qui tend vers 0. Quand vous écrivez ça, eh bien, la limite, la fonction est dérivable et la dérivée, c'est la constante que vous trouvez ici. Voilà donc une autre manière de... voilà, et ça nous donne que la fonction f peut être approchée par cette fonction-là linéaire,
puisque cette quantité, ça tend, quand alpha tend vers 0, ça devient très petit. Et voilà, donc c'est ça une écriture. Donc il faut garder à l'esprit aussi, ça on peut le prendre comme définition de la dérivée. Alors une conséquence importante de ça, c'est que si f est dérivable, alors il est continu, parce que si vous faites la limite lorsque x tend vers a de f de x, là vous allez trouver f de a, là 0 et là 0, puisque ça tend vers 0. Donc la dérivabilité est plus forte que la continuité. Alors bien sûr, la réciproque est fausse. Si vous prenez la fonction valeur absolue de x, il est continu en 0, mais il n'est pas dérivable. Puisque si vous faites f de x moins f de 0 sur x moins 0, vous allez trouver ça, mais ça n'a pas de limite, puisqu'il a une limite à droite égale à 1, et une limite à gauche égale à moins 1. Voilà. Donc dérivabilité entraîne continuité. La réciproque est forte, il y a des fonctions continues qui ne sont pas dérivables, et cette caractérisation de la dérivée. Voilà ce développement limité à l'ordre 1, on verra ça plus tard. Alors maintenant, il y a la notion de dérivée à droite et de dérivée à gauche, puisque vous savez donc, la dérivée c'est calculer cette limite, mais il se peut que cette quantité a une dérivée à droite et une dérivée à gauche qui sont différentes, et donc on dira comme la valeur absolue qu'on vient de voir. Donc voilà, donc la limite à droite de ça, c'est la dérivée à gauche, si ça existe, et la limite à gauche, c'est la dérivée à gauche quand elle existe. Et bien sûr, la fonction est dérivable si la dérivée à droite et la dérivée à gauche sont égales et finies. Et donc voilà. Et dans ce cas-là, la dérivée c'est f', puisqu'on sait que si la limite à droite et la limite à gauche existent et sont égales, la fonction admet une limite en ce point égale à la valeur commune de ces deux limites. Alors, exemple, donc on peut considérer cette fonction. Pour x strictement inférieur à 0, c'est 1 plus x, et pour x supérieur à 0, c'est 1 plus sinus x. Alors on va calculer la limite à droite et la limite à gauche. Donc f de x moins f de 0 sur x à droite, donc c'est 1 plus sinus x moins f de 0 qui est égal à 1 sur x, et ça c'est 1. Et alors ça, tout à l'heure, on va montrer ça rigoureusement, la démonstration géométrique de ça. Et f de x moins f de 0 sur x, c'est 1. Donc, cette fonction a une dérivée à droite et une dérivée à gauche qui sont égales. Et donc, il est dérivable en 0, et sa dérivée, c'est la valeur commune. Alors, l'interprétation graphique de la dérivée. Donc je prends une fonction, je prends un point x0 dans l'intervalle, je considère la courbe représentative, je prends un point différent de x0 et voilà, donc c'est la situation. Donc j'ai x0 ici, je prends un point proche, je prends ce point, le point de coordonnées x0, f de x0, et le point de coordonnées x, f de x, et je considère cette droite. Alors le coefficient directeur de cette droite, c'est la tangente, donc c'est ce point, cette quantité sur cette quantité. Alors cette quantité, c'est f de x moins f de x0, et cette quantité, c'est x moins x0. Voilà, donc cette droite. Alors quand cette quand x s'approche de x0, m va s'approcher de a. Voilà, il va continuer à s'approcher, et le coefficient directeur va tendre vers une limite. Et donc, à la limite, si la fonction est dérivable, cette droite va tendre vers la tangente au point A. Et la tangente, c'est la courbe qui passe par ce point-là, par x0, f de x0, et dans le coefficient directeur, c'est la dérivée.
Voilà, et donc on a ce théorème important. Si vous avez une fonction dérivable en x0, alors la courbe admet une tangente qui n'est pas parallèle à l'axe OG, et dont le coefficient 0, c'est f' de x0. Donc l'équation de la tangente, c'est y, il passe par f de x0, et le coefficient directeur, c'est f' de x0. Voilà, donc ça c'est l'interprétation graphique de la notion de dérivée. Alors maintenant, les opérations sur les dérivées. Alors, la dérivée de la somme, donc je dois calculer f plus g de x moins f plus g de a sur x moins a. Donc ça, c'est f de x moins f de a sur x moins a plus g de x moins g de a sur x. Donc si f et g sont dérivables en a, f plus g est dérivable en a, et la dérivée, c'est la somme. Alors, pour le produit, donc fg de x moins fg de x, donc ça, je retranche moins f de x g de a, et je l'ajoute ici. Et donc je vais avoir cette quantité, donc cette petite astuce me permet de faire apparaître g de x moins g de a, f de x moins f de a. Et donc si je divise par x moins a, et si je passe à la limite, g de x moins g de a sur x moins a tend vers g', f de x moins f de a sur x moins a tend vers f'. Là, c'est une constante, et attention, la limite de f de x en a, c'est f de a, puisque on a vu que si la fonction est dérivable, elle est continue. Donc là, on a utilisé la continuité de f en a, il ne faut pas oublier ça, puisqu'on suppose que f est dérivable, donc il est continu. Donc ça, la continuité nous permet d'avoir cette formule. Alors pour le quotient, donc je l'écris comme ça. Alors je fais la même astuce de calcul. Donc je sors g de a sur g de facteur de f de x moins f de a. Donc il y a ce terme là que j'ajoute ici, g de a. Et donc j'ai cette quantité. Donc si je divise par x moins a, et si je passe à la limite, donc je vais avoir ici g de a sur g de x, g de a au carré, et voilà, donc je vais avoir cette relation f' g de a moins g' f de a sur g de a au carré. Et là aussi, j'utilise le fait que la fonction g est dérivable en a. Voilà, donc est continue en a, donc dérivable en a, et donc continue en a. Donc on a la formule du quotient. Alors, maintenant la composée, ça aussi c'est une formule importante. Donc si vous avez deux fonctions f dérivable en a et g dérivable en f de a, alors g en f est dérivable en a, et la dérivée c'est g' de f de a, f' de a. Alors voilà, on va montrer ça. Alors d'abord, j'écris que f de a plus h, donc là c'est l'écriture avec les epsilon de tout à l'heure, donc j'ai f de a plus h égale f de a, h, f' de a, plus h, une fonction qui tend vers 0. Et je fais la même chose pour g, donc c'est g de f de a plus h, g' de f de a, h fois une fonction qui tend vers 0. Donc ça, c'est une autre manière d'exprimer la dérivabilité. Alors bien sûr, les limites de epsilon 1, epsilon 2 égale à 0. Alors maintenant, si je calcule g de f de a plus h, donc c'est g de cette quantité. Alors ça, c'est f de a plus un grand h. Donc je remplace ici, donc je vais avoir g grand H fois g' de f de a plus grand H fois epsilon. Donc là, je n'ai fait que remplacer. Voilà, alors maintenant, ça, je peux l'écrire comme g en f de a plus g en f de a plus h f' g' de f de a. Et tout le reste,
je l'écris que de la forme epsilon, epsilon 3 de h. Donc ça c'est h fois epsilon 1 g', et ça je mets h en facteur, et je vais trouver que epsilon 3 de h égale à ça. Alors maintenant, ça va être dérivable si cette quantité tend vers 0. Alors quand h tend vers 0, ça tend vers 0, ça c'est une constante. Ça tend vers f' de a, et ça, h plus, ça tend vers 0, donc epsilon 2, ça tend vers 0. Et on a la limite égale à ça. Et donc on a montré que la dérivée c'est f' de a, g' de f de a. Voilà, alors il nous reste la dérivée de l'inverse. Donc si j'ai f une fonction continue et strictement monotone, alors on a déjà montré dans le cours sur le théorème des valeurs intermédiaires, donc il faut regarder la vidéo sur le théorème des valeurs intermédiaires. Si on a une fonction continue et strictement monotone, il est bijectif. Voilà, et sa fonction bijective est sa fonction réciproque est continue. Alors maintenant, on va montrer que la fonction réciproque, si a est dérivable, si f est dérivable en un point a, et f' de a est différent de 0, alors f moins 1 est dérivable au point p égale à f de a, et on a cette belle formule. F moins 1 de p' égale à 1 sur f', f moins 1 de p. Voilà. Donc ça, on va le démontrer. Alors, j'écris grand H égale à f moins 1 de p plus h moins f moins 1 de p. Donc, de cette relation, je vais avoir f moins 1 de p plus h égale à h plus f moins 1 de p. J'applique f, donc je vais avoir p plus h égale à f de h plus f moins 1 de p. Alors maintenant, la fonction f est dérivable. F de f moins 1 de p plus 1 h, c'est f de f moins 1 de b, plus h f' de a, f' de f moins 1 de p, f moins 1 de p c'est a, plus h fois epsilon de h, avec epsilon de h qui tend vers 0. Donc, si je calcule ça, donc ça va être égal à h, grand H, sur petit h. Alors petit h, ici, de cette relation, je simplifie par b, donc petit h, c'est ça, égal à ça. Et ça, c'est égal, se simplifie par h, et donc égal à 1 sur f' de a plus epsilon de h, et donc je vais avoir la limite. Ça tend vers 0, donc je vais avoir la limite égale à ça. Et a, bien sûr, c'est f moins 1 de p. Et j'ai montré la formule. Voilà, alors avec ça, maintenant, on va avoir un formulaire, donc on va avoir beaucoup de formules qu'on aura démontrées. Alors allons-y. Alors d'abord les formules de la somme et de la multiplication par une constante, la formule du produit, la formule du quotient, la formule de la composée, donc tout ça on l'a montré rigoureusement. La dérivée de x à la puissance n pour n dans z, donc ça c'est une fonction dérivable sur r étoile. Et on a la dérivée pour n dans r, ici, voilà, avec xn égale à ça. Puisque on a montré pour R, pour Q, et on a aussi, et ça on va l'avoir en utilisant la définition, la dérivée de l'exponentielle et du log. Alors maintenant, pour les fonctions usuelles, le log, la dérivée du log c'est 1 sur x par définition, puisque le log, c'est la primitive de la fonction 1 sur x. On le définit comme une primitive, donc sa dérivée, c'est 1 sur x. Alors, exponentielle de x, c'est l'inverse de log, donc on va
montrer que c'est exponentielle de x en utilisant la formule de l'inverse. Sinus x c'est cosinus x c'est moins sinus x. Ça, on va le démontrer tout de suite après ça. Donc ça, on va donner la démonstration rigoureuse. Et la tangente, donc c'est le sinus sur le cosinus, donc on utilise ces deux formules, et la dérivée du quotient, donc je vais avoir ça. Alors l'arc sinus, qui est la fonction réciproque de sinus, on va utiliser la formule de l'inverse. L'arc cosinus, la même chose, et l'arc tangente, la même chose. Alors allons-y, donc je vais utiliser cette formule. Donc pour l'exponentielle, donc c'est l'inverse du log. Donc si je prends y égale log de x, e de y dérivée, c'est 1 sur la dérivée de log de x. Et donc 1 sur 1 c'est x, et x c'est exponentielle de y. Et donc j'ai montré que e d'y égale à e de y. Alors pour l'arc sinus c'est l'inverse du sinus sur l'intervalle moins pi sur 2. Donc quel que soit y, arc sinus prime, c'est 1 sur sinus prime de x, qui est égal à 1 sur cosinus x, ça on va le montrer, mais cosinus x c'est racine de 1 moins sinus carré, qui est 1 moins y carré. Puisque sur l'intervalle moins pi sur 2, le cosinus est positif. Bon, la même chose pour le cosinus, donc le même calcul, et la même chose pour la tangente. La tangente, c'est l'inverse, l'arc tangente, c'est l'inverse de la tangente sur moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc, on a cette formule. Voilà, et donc pour finir, on va montrer que la dérivée du sinus égale à cosinus et la dérivée du cosinus égale à moins sinus. Alors la démonstration, disons, rigoureuse. Alors on va commencer par montrer une propriété. On va faire une démonstration géométrique de cette propriété, donc c'est ça qui va faire marcher les choses. Quel que soit alpha entre 0 pi sur 2, sinus alpha est strictement inférieur à alpha, inférieur à tangente de alpha. Alors voilà, donc on considère, voilà alpha, je considère ce point-là et ce point-là. Donc la tangente, elle est là, le sinus, elle est là. Alors je considère le triangle OAP, le triangle OAQ et le secteur, ce secteur-là, entre A et P. Le secteur dans le cercle trigonométrique entre A et P. Et donc on voit que le triangle OAP, l'aire du triangle OAP est plus petit que l'aire de ce secteur, qui est plus petit que l'aire de EAQ. Voilà, donc c'est ça la remarque géométrique. Donc j'ai l'aire du triangle OAP, là ici, donc plus petit que l'aire de ce secteur, là je prends cet arc, et plus petit que triangle OAQ. Alors maintenant, je vais calculer ces aires. Alors, OAP, le triangle, l'aire d'un triangle, c'est la hauteur sur la base. Alors la hauteur, c'est sinus 1/2 de la hauteur sur la base. La hauteur, c'est le sinus, et la base, c'est 1. Donc c'est 1/2 sinus alpha. Alors pour le secteur, donc c'est l'angle, 1/2 de l'angle fois le rayon au carré. Donc ici R égale à 1, donc je trouve 1/2 alpha. Et bien sûr l'aire de ce triangle rectangle, c'est ça fois ça, c'est-à-dire tangente alpha fois 1 divisé par 2. Et donc c'est 1/2 tangente alpha. Et donc ça, c'est strictement inférieur à ça, et c'est strictement inférieur à ça. Ça me donne cette relation. Voilà, donc ça, une
jolie démonstration. Alors bien sûr, ça, vous pouvez le montrer en utilisant l'étude des fonctions, mais là, on est en train de justement de montrer que la dérivée du sinus, c'est cosinus. Donc je ne peux pas l'utiliser dans la démonstration. Voilà, donc il y a cette démonstration. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cette démonstration? D'abord que sinus alpha sur alpha est strictement inférieur à 1. Je divise par alpha. Alors alpha est positif. Et je divise tangente alpha par alpha. Donc ça, c'est sinus alpha sur alpha 1 sur cos alpha. Ça va être strictement supérieur à 1. Et donc, je vais avoir ça. Quel que soit alpha dans 0 pi sur 2, cos alpha est strictement inférieur à sinus alpha sur alpha, strictement inférieur à 1. Et si je prends alpha négatif, j'ai cos de moins alpha égale à cos de alpha, sinus de moins alpha égale à moins alpha se simplifie, donc cette relation va rester valable sur l'intervalle moins pi sur 2, 0. Et maintenant, je vais passer à la limite ici, ça c'est 1, ça c'est 1, et donc je vais montrer cette belle formule. Donc là aussi, on a donné la démonstration géométrique de cette limite sinus de h sur h. Alors, on va aussi donner la limite de cosinus de h moins 1 sur h. Alors, cos de h moins 1 sur h égale à moins 2 sinus carré de h sur 2 sur h. Donc là, les formules trigonométriques. Ça, je peux l'écrire sous cette forme. Maintenant, si je passe à la limite, ça c'est 1. Ça c'est 0. Et donc, la limite, lorsque h tend vers 0 de gauche de h moins 1 égale à 0. Voilà, alors maintenant on a tout pour calculer la dérivée du sinus et du cosinus. Donc je calcule sinus de x plus h moins sinus de x sur h. J'utilise la formule du sinus de a plus b. Et ça, je l'écris comme sinus de h cosinus de x moins 1 sur h. Cosinus de x, sinus de h sur h. Et quand je passe à la limite, ça c'est 1, ça c'est 0. Et j'obtiens la dérivée du sinus qui est égale à cosinus. Voilà. Et on fait la même chose pour le cosinus. Donc même formule. Et voilà, on a ça. Et donc, on a montré. Voilà, donc on arrive à la fin de ça. Alors en fait, bon voilà, pour les étudiants, donc il suffit pas d'apprendre les formules. Si vous connaissez les démonstrations, si vous connaissez comment les choses marchent, votre maturité mathématique va augmenter et vous allez être plus à l'aise dans cette discipline. Et je vous remercie. Donc bien sûr, toujours liker, s'abonner et partager. Faire des commentaires aussi. Ça permet à la chaîne de... Alors il faut pas... Donc liker, ça coûte rien du tout. Alors il faut le faire parce que pour l'algorithme de YouTube, c'est important pour montrer la vidéo à un plus large public. Et